Jacques, première question pour vous. À votre avis, donc là on va parler du jeu, du jeu au travail, les clés du bonheur de l'individu, parce qu'il faut forcément commencer par soi, par travailler sur soi, par essayer de travailler ce qu'on peut travailler pour ensuite aller vers le tu, vers le nous, et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, demain et après-demain. À votre avis, pour amener le bonheur au travail, pourquoi est-ce qu'il faut justement avant tout commencer par soi, Jacques Fradin? Alors, juste un tout petit prélude, je ne suis pas spécialiste en neurosciences, je suis médecin, comportementaliste, je le dis quand même par précision, et par contre, je dirige un laboratoire psychologie et neurosciences où il y a des neuroscientifiques qui travaillent, donc on est bien sur le sujet, mais ça n'est pas ma spécialité originelle, on va dire, mais je suis dedans depuis 30 ans, donc voilà. Alors, pour répondre à la question, bien entendu que, si je peux dire, la construction d'une entreprise équilibrante et qui donne quelques chances d'accéder au bien-être commence par la capacité de chaque individu à pouvoir être dans cette liberté intérieure, puisqu'on a vu que le changement est sans doute la chose la plus stressante initialement, spontanément, et qu'on est dans une société qui ne cesse de changer, c'est pas demain que ça va s'arrêter en principe. Et donc, comme le changement devient routinier, si je peux dire, il y a des changements individuels qui sont nécessaires. Je ne dis pas que ça ne relève pas de l'entreprise et de l'organisation, mais ça relève aussi de chacun. Et c'est cette dimension-là, ce jeu, dont on va effectivement parler dans un premier temps. Alors, Laurence, vous êtes donc chef happiness officer. En fait, votre vrai titre, c'est DRH, mais sauf que vous n'aimez pas ce mot-là. Effectivement, bonjour à tous. Ce titre de Chief Happiness Officer, je me le suis auto-attribué lorsque j'étais, non pas DRH, mais directrice générale du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral de la sécurité sociale. C'était trop long, en fait. Donc, un ministère en Belgique qui n'accepte pas les DRH, donc ça s'appelle des directeurs personnels et organisation, en résumé. Et effectivement, pour moi, on n'est pas des ressources. Personne n'est une ressource et je déteste gérer des ressources. Je préfère moult fois gérer un patrimoine humain. Même le mot capital humain est quelque chose qui m'insupporte. Un capital, c'est fait pour être rentabilisé à très court terme. Un patrimoine, il y a une notion de fierté, de pérennité qu'on transmet. On ne reste plus en charge d'une équipe ad vitam aeternam. Donc vous recevez une équipe quelque part lorsque vous arrivez et il faut avoir la fierté de la transmettre à votre successeur ou à quelqu'un que vous avez fait monter en puissance en meilleur état que ce que vous l'avez trouvé, si c'est possible ou nécessaire. Donc voilà. Mais ça en dit long justement sur la mentalité, parler de ressources, ça en dit long sur l'héritage qu'on a aujourd'hui, sur tous ces mots, sur ce rapport très mécanique, pas du tout humain, qu'ont les entreprises et qu'ont les hommes dans les entreprises. Oui, tout à fait. Arnaud le disait tout à l'heure, depuis très longtemps, en fait, on est sur de l'optimisation de processus, de ressources. Et on a tellement été loin ces dernières années avec des méthodologies qui déshumanisaient nos organisations que les hommes ne s'y retrouvent plus, ni les hommes ni les femmes d'ailleurs. Et que par conséquent, il faut qu'on revienne à l'essentiel. On revienne en fait tout simplement à considérer que l'homme et les femmes qui forment les organisations sont, en termes de préoccupation, au centre de cette organisation. Donc voilà, on est vraiment... C'est pour ça que la révolte a sonné, que vous êtes tous là aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi il faut commencer par soi pour être heureux au travail? Très personnellement, c'était moins une question de survie. J'ai fait un burn-out en me faisant sortir d'une boîte qui était cotée en bourse, parce que j'ai oublié de dire qu'un vice-président, ça pouvait être malade, et donc au bout de 6 semaines, on m'a sorti. Et donc, le bonheur au travail, je me suis jurée de ne plus jamais être malheureuse au travail. Et ça, c'est une jolie formule française pour juste essayer de dire qu'on veut être heureux au travail, mais comme on a peur, on a des tabous, on n'ose pas, on dit « je ne veux plus être malheureux au travail », je mets plein de doubles négations. Et donc, il faut commencer par soi. Parce que tout simplement, c'est difficile de rendre des gens heureux si on n'est pas heureux soi-même. Ça commence effectivement par retrouver un niveau de bien-être, un niveau d'équilibre, un niveau de... On se sent en soi, et à partir de ce moment-là, on a beaucoup plus facile d'interagir avec l'autre. Et je vous propose peut-être d'écouter, justement, si on a l'occasion, un léger micro-trottoir qui parle des Français qu'on a interviewés dans la rue. On leur a demandé s'il y a quelqu'un... Bon, on le fera après, le temps qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour lancer le micro-trottoir. Il est en pleine conscience, voilà. Il est en train de méditer en pleine conscience. Jacques Fradin. Voilà, pour amorcer ce sujet-là sur le plan des neurosciences, j'ai envie de donner deux exemples qui permettent
peut-être poser le problème différemment dans la relation à soi et dans sa relation aux autres. Le premier sujet, c'est ce qu'on appelle le mode automatique et le mode adaptatif au niveau du cerveau. On sait depuis quelques décennies déjà, par les sciences dites cognitives, donc les sciences qui font ce qu'on peut appeler la psychologie scientifique, et par les neurosciences cognitives, que notre cerveau bascule entre deux grands modes. C'est évidemment très simplificateur, mais c'est quand même plus vrai que faux. Donc d'un côté, un mode qui gère l'automatique, le quotidien, qui gère les compétences, qui gère les acquis, qui gère les émotions aussi, et les émotions sociales, et qui se définirait, si je peux dire, par 6 mots-clés dans les travaux que nous développons à l'Institut de médecine environnementale que je dirige. C'est la routine. Autrement dit, on va chercher dans le connu ce qui est connu, dans l'environnement ce qui est connu. La persévérance, autrement dit, chercher à tout prix, même si ce n'est pas tout à fait comme prévu, à recaser ce qu'on sait déjà, même si c'est bancal. L'étape suivante, c'est le binaire, pour arriver à le trier, vrai, faux, blanc, noir, méchant, bon, etc. Donc forcément, on va simplifier l'info à l'entrée, c'est dire à quel point on n'écoute pas, on ne regarde pas. L'étape suivante, c'est de se référer à un système tout près d'interprétation, qu'on peut appeler des certitudes ou les croyances, mais qui pourrait être aussi un arbre décisionnel, ça peut être très technique et structurant. L'étape suivante, c'est l'empirisme, comment trouver dans cette organisation toute prête la réponse la plus tangentielle à la réalité qu'on perçoit. Et puis en dernier lieu, si je peux dire, l'empirisme social, c'est qu'est-ce que les autres vont en penser, avec de l'émotionnel derrière, la honte, le ridicule, la fierté, la culpabilité, j'en passe. Donc ça, c'est plutôt le mode automatique, c'est des structures plus anciennes au niveau du cerveau. Et puis de l'autre côté, un mode adaptatif qui est, je dirais, presque opposé au premier, en apparence en tous les cas, curieux, souple, nuancé, relatif, c'est-à-dire il a conscience qu'il y a des tas de façons, des tas de grilles de lecture possibles, rationnel, autrement dit, il teste les hypothèses, il les expérimente. Si ce que je pense est vrai, alors si je fais ça, il doit passer ça si le modèle est exact. Et en dernier lieu, individualisant, au fond, c'est de se demander ce qu'on en pense avant ce que pensent les autres. Voilà, ces deux modes s'opposent en apparence, en réalité, ils travaillent en boucle. Évidemment, qu'en individualisant son opinion parce qu'on a expérimenté le réel et on l'a vérifié, on va enrichir les représentations qu'on a, et il est difficile d'avoir des expérimentations intelligentes si on n'a pas d'expérience. Donc les deux s'enroulent théoriquement. Mais dans la pratique quotidienne, pour en revenir maintenant à notre sujet, le mode automatique est plus spontanément conscient que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'un est inconscient et l'autre est conscient. En fait, les deux le sont. Mais spontanément, sauf si la vie nous l'apprend, l'éducation, notre vie, notre expérience culturelle, personnelle, sauf si on apprend à remettre en cause des évidences, on est plus spontanément porté à renforcer indéfiniment ses croyances plutôt qu'à les remettre en cause. Ce qu'on appelle le vieux schnock, qu'on devient tous un peu... Mais c'est quoi, c'est la recherche de rester dans une forme de confort? Voilà. Et la raison s'explique par le fait qu'à court terme, déstabiliser est plus inconfortable que conforter, même si ça nous mène dans le mur. Donc, ce déni, dramatisation, l'emporte spontanément sur lucidité, initiative. Et peut-être que la culture en rajoute une couche, mais c'est normal, elle est constituée d'individus qui fonctionnent comme ça. À savoir qu'on récompense plus le résultat court terme et on récompense plus une stratégie maîtrisée qu'une stratégie incertaine, même si au bout du compte, elle rapporte plus. Ce qui est paradoxal dans une société dite du rapport. Mais voilà, ça c'est pour dire que cette connaissance de soi, ces domaines mentaux, est un élément essentiel pour concevoir une estime de soi différente, qui n'est plus liée au succès et à l'échec, qui n'est plus liée à l'image sociale, mais qui est d'abord liée à une opinion et à un bilan global. Mais ça suppose de la distance, ça suppose des choses qu'on apprend avec la pleine conscience et d'autres. Voilà, c'est un premier niveau de réflexion. Quelle est notre marge de manœuvre personnelle dans le bonheur au travail, Laurence, Jacques? Laurence. Laurence, on s'est parlé. Donc. Elle est grande. Elle est grande parce que c'est un choix finalement que l'on fait de dire moi j'ai envie d'affirmer le fait que j'ai envie d'être heureux au travail. C'est une espèce de schizophrénie, je trouve, qu'on entretient, de dire oui, tu peux être heureux dans ta vie privée, mais dans ta vie professionnelle, il n'est pas marqué dans ton contrat de travail que tu devais être heureux au travail.
Encore heureux, parce que ça deviendrait une obligation. Non, c'est plutôt mieux quand c'est un choix. Et donc cette latitude, finalement, c'est en se posant la question de mais qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je peux cultiver, en quoi est-ce que je suis en capacité d'améliorer mon environnement, et de pouvoir, par la discussion, parce que par contre le bonheur au travail, si c'est une décision personnelle, c'est très difficile de pouvoir la cultiver toute seule. Ça veut dire qu'on va s'octroyer des libertés. Et il y a une grande règle, c'est que ma liberté va s'arrêter là où commence la vôtre, dans ma façon de m'organiser, dans ma façon de travailler. Je ne peux pas vous empêcher, vous non plus, d'être heureux, et donc je ne peux pas vous empêcher d'avoir cette liberté-là. Jacques Fradin, vous êtes d'accord? Notre marge de manœuvre, elle est importante? Elle est, je dirais, essentielle. Maintenant, après, c'est une culture qui s'apprend et on n'y a pas forcément accès. Donc, je dirais, notre marge est d'autant plus grande qu'on a eu la chance, donc on dépend de l'environnement, d'avoir pu y accéder par son expérience et surtout par ses échanges ou par son enrichissement personnel. Donc, je dirais, quand on a acquis cette liberté-là, elle devient quasi totale. C'est pour ça que le sang-froid, on est capable de le garder, même quand on s'appelle Jean Moulin et qu'on est face à des SS, mais c'est bien, ou qu'on s'appelle, je ne sais pas, le Dalai Lama. Donc, il est bien clair que la liberté est considérable. Une fois qu'on a compris que le stress était la résultante d'une équation qui est stresseur fois stressabilité, si on réduit l'un seul des deux à zéro, il n'y a plus de stress. Ouais, en théorie, en théorie. En pratique, c'est plus compliqué. Mais c'est pour dire que la liberté existe des deux côtés. Une entreprise peut très bien faire beaucoup de choses pour améliorer les stresseurs et les gens restent stressés, parce que très stressables. Et à l'opposé, des individus peuvent très bien faire baisser fortement leur stressabilité et heureusement atteindre, peut-être pas au bonheur, mais au moins à la sérénité dans un contexte extrêmement hostile. Donc une fois qu'on a compris ça, si on joue sur les deux, c'est toujours mieux. Alors justement, parlons du stress et du stress qui peut arriver quotidiennement au travail. Comment fait-on pour continuer à porter le bonheur et à le diffuser quand on travaille dans un environnement difficile? Quand par exemple, au-dessus de nous, on a quelqu'un qui nous stresse, qui nous met la pression ou qui va être dans une posture agressive. Comment on fait pour ne pas reproduire ça en cascade? Laurence, Jacques? Mais la première des choses, je pense, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau au-dessus. Pourquoi il est dans une posture, soit où il doit écraser son ego, soit où il doit parler de façon agressive, et de tout simplement ouvrir le dialogue. Il ne faut jamais oublier que le travail des enfants est interdit. Donc toute personne qui est employée dans le salarié, voilà, ce sont des adultes. Enfin, et même les enfants parlent à la rigueur plus facilement entre eux que parfois nous, entre adultes, on se met des filtres. Et donc, qu'est-ce que ça coûte de dire, mais attends, je ne comprends pas pourquoi tu te sens à chaque fois obligé de me hurler dessus. Qu'est-ce qui se passe? En quoi est-ce que je ne réponds pas à tes besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de diminuer cette situation? Et malheureusement, on vit avec une espèce de culture, d'archétype, où on dit on ne peut pas challenger sa hiérarchie. On est là pour écouter aveuglément. Ben, non. Non, ça marche vachement mieux à partir du moment où on rétablit des niveaux d'égalité, des niveaux d'écoute, des niveaux de bienveillance, et ça ne demande pas grand-chose, ça demande un petit peu de courage et de sincérité. Et puis se dire peut-être que s'il est agressif, c'est pas forcément contre nous, c'est peut-être qu'il a des problèmes aussi. Ça se trouve, il va se mettre à pleurer comme un enfant sur nos genoux au bout de 2 minutes. Peut-être. Et on dit souvent aux managers à un moment donné, quand vous êtes stressé, quand vous êtes de mauvais poil, quand vous avez passé une mauvaise nuit, mais dites-le, quoi. Enfin, dites-le, et les gars, aujourd'hui, c'est pas la journée, quoi. Donc, je me sens stressée, ou il y a tel projet. Ça va tellement mieux quand on explique finalement ses émotions, mais à nouveau, toujours avec sincérité, courage et bienveillance. De toute façon, quand il y a un non-dit, on le sent aussi. On le sent encore plus. Jacques Fradin. Je pense que gérer le relationnel est sûrement la façon la plus efficace de faire baisser rapidement et les stresseurs et la stressabilité. Parce que quand on est sincère, on apprend, non seulement on donne une information, mais on donne un modèle de comportement. Autrement dit, on apprend quelqu'un à prendre du recul, à passer dans la posture et pas seulement dans l'imposture, si je peux dire. C'est-à-dire dans le fait de faire croire qu'on est autre que ce qu'on est. La posture, c'est être capable d'assumer, en quelque sorte, une harmonie entre l'état dans lequel on est et ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et si on ne le fait pas, les autres s'en rendent compte, ça sonne faux, comme on dirait en musique. Donc ça crée un malaise qui fait qu'à partir de là, le non-dit s'établit. Le fait de pouvoir se mettre dans une posture déjà authentique est un atout considérable qui facilite la réversibilité. Et contrairement à ce qu'on pense, le conflit n'est pas une source de problème. Le conflit n'est que la révélation d'une tension. Donc quand on le pose, on a plus de chances de le résoudre, même si c'est plus inconfortable. Et beaucoup d'études le montrent. Donc ne pas avoir peur du conflit, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, effectivement, on peut se débrayer si je peux dire, de l'engagement. L'engagement, c'est comme le contrat.
c'est réciproque ou ça ne l'est pas. C'est-à-dire si quelqu'un est désengagé du contrat relationnel, il n'est plus qu'un producteur d'informations et un récepteur de production, à partir de ce moment-là, on n'est pas obligé d'être engagé émotionnellement, on peut reprendre sa propre propriété. Et je vais donner un exemple sur les postures. Je parlais des modes mentaux tout à l'heure. Un petit exemple que j'aime poser. Si je vous dis « horrible » avec un point d'exclamation, vous ressentez quoi? Vous voyez une information « horrible » point d'exclamation. Que ressentez-vous en général? Pas top, hein? On est d'accord. Voilà. On n'a plutôt pas envie d'y aller, on n'a même pas envie de regarder ce qu'il y a dessous, sauf si on a un style particulier, on va dire. Voilà. Donc, ok. Maintenant, vous voyez « horrible » point d'interrogation, ça vous produit quoi? Questionnement. Et vous avez plus envie de regarder? Et comment vous sentez-vous si vous regardez? Différent, curieux. On voit bien qu'on change simplement la ponctuation, autrement dit l'attitude, la façon dont on porte le regard. Et déjà, la même information n'est plus la même. On n'a pas sollicité la même chose. Alors là, si, comme on dit en marketing, c'est du nudge, c'est-à-dire on vous a créé un contexte qui fait que votre posture est différente, si on le fait avec soi-même, c'est encore plus efficace. Se donner le droit à la curiosité sur une chose qui nous dérange, quelqu'un m'agresse et je pourrais me dire, tiens, c'est curieux, quel est cet objet volant non identifié qui est dans cet état pour me dire une chose si simple? Et à ce moment-là, on devient curieux, c'est curieux, on ne reçoit plus les choses de la même façon. Et puis vous dites, Laurence, que si ça continue, cette situation, on a aussi le droit de dire stop, j'ai pas envie de continuer à travailler avec cette personne. Oui, tout à fait. J'ai reçu récemment une interrogation d'une personne qui me dit, écoute, cette personne travaille pour une grande ville et toute sa chaîne hiérarchique, les 6 niveaux au-dessus de lui, sont tous en burn-out. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Casse-toi. Qu'est-ce que cherche à savoir ce que tu aimes faire, ce que tu fais bien, ce qui peut être utile à l'organisation. Trouve la conjonction de ces 3 éléments-là et vois si tu peux le faire dans ton organisation. Si ce n'est pas le cas, commence à regarder autour de toi. Enfin, mais à un moment donné, il ne faut pas imaginer, c'est vrai qu'on a une latitude à pouvoir agir sur son bonheur au travail, c'est pas pour ça qu'à soi tout seul, si on n'a pas un niveau de décision suffisant, on a parfois des difficultés à faire basculer l'organisation. Donc, Juste un mot sur un contexte social tendu en entreprise, quand les chiffres ne sont pas bons, quand la conjoncture économique de la boîte est compliquée, qu'on entend parler de plans de structuration, de licenciement, etc. Comment on fait, encore une fois, pour être peut-être pas heureux, mais serein? C'est clair que là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté le ministère et je ne suis pas remplacée. Il n'y a plus de RH là-bas, donc c'est que ça marche et c'est en autogestion et la pérennité est assurée. Mais parfois, on est contacté au cabinet Appiformance, on est contacté en disant voilà, c'est pas tout de suite qu'on va travailler ensemble hein, parce qu'on est en pleine crise. Ah oui, donc comme on est en pleine crise, il faut que les gens soient encore plus malheureux, quoi, hein, parce que ça fait pas bien d'être heureux quand il y a un plan social. Ok, il faut y aller avec toujours bienveillance, mais justement, il faut s'intéresser à ce que les personnes qui sont en train de traverser cette crise ressentent. Il faut pouvoir les mettre dans un état où elles vont retrouver un certain confort, une certaine réassurance. C'est ce qu'on appelle un petit peu les « oops opportunities ». C'est le fait de dire « oups, c'est un peu la merde ici », mais on va essayer justement d'en faire une opportunité et de voir avec beaucoup de communication. Donc, et pas que de la communication qui descend, par pitié. Bénédicte a parlé tout à l'heure, je pense, ou c'était toi Arnaud, mais de la puissance du co-développement, de la co-création, de la communication, enfin vraiment d'être dans l'échange, d'être dans le dialogue. Donc ouvrir des plateformes collaboratives où on peut échanger par exemple, et donc là vous fluidifiez par rapport à la hiérarchie, c'est extrêmement puissant, parce qu'on ne demande pas l'avis de son boss pour poster quelque chose sur une plateforme collaborative, sur un réseau social d'entreprise. On le fait, mais on traite ça, on communique, on explique surtout le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire cette restructuration? Pourquoi c'est important peut-être de se séparer d'une partie du bateau, de l'équipage, parce que sinon le bateau va couler. Et qu'on a plutôt tendance et volonté à garder le bateau sur les flots. Quand il faut licencier parce que c'est la seule façon d'augmenter le cours de bourse au bout du trimestre, ça c'est par contre intolérable et il faut se poser la question de savoir si on a envie vraiment d'accepter ça et de contribuer à faire de l'argent pour ces personnes qui n'ont aucun intérêt pour nous. Et puis vous dites aussi au quotidien, quand ça ne va pas, quand les résultats ne sont pas bons, il faut repenser à ses succès. C'est vraiment, c'est de se dire finalement quand ça ne va plus, à un moment donné, vous avez tous connu des succès. Et donc c'est d'essayer de se le remémorer. C'était quoi le dernier bon succès que vous avez eu? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette condition de succès?
C'était quoi votre contexte? C'était quoi la relation? C'était quoi le sujet? C'était quoi la compétence que vous avez mis en œuvre? Repartir là-dessus et de vous dire, tiens, et dans mon contexte actuel, est-ce que je ne peux pas vite, facilement, retomber sur au moins une plateforme comme celle-là? Et recultiver le succès. Et communiquer autour. C'est pas être arrogant. C'est juste essayer de communiquer de façon positive et de rendre l'envie, de retrouver l'envie et de donner l'envie aussi autour de soi. Jacques Fradin. J'ai tendance à dire que la vision que les entreprises en difficulté ont de l'entreprise libérée, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, qui est un peu l'équivalent de l'agriculture bio pour la qualité alimentaire. C'est le sommet, si on peut dire. Mais on va dire que cette vision du tout blanc, tout noir, justement, dont je parlais tout à l'heure, est une vision tout à fait erronée. S'il y a bien des entreprises qui ont l'absolue nécessité d'agir, c'est bien celles qui sont en difficulté. Si je cite Einstein, un imbécile, c'est quelqu'un qui croit que les mêmes causes ne produiront pas éternellement les mêmes effets. Ça veut bien dire que si on ne veut pas rester dans la crise, il vaudrait mieux changer quelque chose. Sinon, on est dans la magie, hein, on est dans Peter Pan. On s'imagine qu'en produisant toujours les mêmes choses, on va produire autre chose. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Les crises, justement, viennent de la persévérance inadaptée. On appelle ça l'obstination, on redit autrement. Persévérer dans le succès, pourquoi pas? Mais persévérer dans l'échec, c'est absurde. Donc, oui, s'il y a des entreprises qui ont besoin de changer, maintenant, ça peut se faire par toutes petites touches. Parce qu'effectivement, comme en médecine, si on va trop vite, on peut tuer le malade. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle le mort guéri. On a fait trop de choses tout de suite, il y a plein de problèmes en moins, mais il n'a pas tenu métaboliquement le choc. Donc bien sûr qu'on peut tuer une entreprise parce qu'on veut aller trop vite. Évidemment que dans l'action, il y a des risques, mais il y a surtout les risques de l'ignorance, je serais tenté de dire. Donc d'abord, créer de la culture, du changement individuel et collectif. Voilà, ça c'est un point qui me paraît extrêmement important. Mais bien entendu, c'est comme si les grands malades n'allaient pas voir les médecins en disant « non, c'est trop tard, j'aurais dû y aller plus tôt ». Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais enfin quand même. On supprime les services d'urgence. Hein. Vous vouliez rajouter quelque chose, Laurence, là-dessus? Oui, effectivement, et toutes ces petites touches sont essentielles. Arnaud disait tout à l'heure, c'est important que le COMEX, le comité de direction, s'y emploie, très certainement, à leur niveau, en tant qu'équipe. Mais ce qui est surtout important, c'est que le COMEX rende la chose possible. Prenne conscience que c'est important, première marche, et puis rendre possible. Et après, ce sont des personnes qui vont rendre la chose capable, fondamentalement, qui vont dire comment on va le faire. Et j'en profite, il y a une très jolie brochette, quasiment au milieu de la salle. Elles sont là, celle de la Maïf, qui est là-bas. En fait, c'est un projet extraordinaire. Ils veulent changer la culture de la Maïf, de l'intérieur. Le COMEX rend la chose possible. Par contre, ça part avec des dizaines d'initiatives qui appartiennent aux équipes. Et une équipe, on est une équipe à partir du moment où on n'est que deux. C'est porté par les équipes. Et c'est juste des leviers à tous les niveaux. Et c'est ça qui, à un moment donné, va faire que ça bascule. Et c'est pas parce que le COMEX a juste dit « c'est comme ça ». Créer la vision, c'est important. Vous pouvez les applaudir parce que c'est des actions comme ça. Allez. Toujours sur cette question du jeu, on va parler de la posture. Quelles sont les postures favorables à adopter au travail en tant que dirigeant, en tant que manager ou collaborateur? Et est-ce qu'il y a des fondements dans ces postures, Jacques Fradin? Alors, j'ai envie de prendre un autre exemple que les modes mentaux dont j'ai parlé, qui reviennent aux neurosciences un petit peu. C'est les notions de dominance et de soumission. On sait que nous ne sommes pas que des animaux intelligents, nous sommes aussi des animaux émotionnels, pour ne pas dire grégaires. Autrement dit, pour le mieux, c'est que nous ne sommes pas vraiment câblés pour fonctionner seuls, et c'est tant mieux, parce qu'on fait beaucoup mieux ensemble. Mais en même temps, ça n'est pas toujours si positif que ça de travailler ensemble, puisqu'on s'aperçoit que très vite s'établissent des hiérarchies qui ne sont pas qu'interactives, qui ne sont pas que productives d'intelligence collective. Alors, revenons dans les vieilles structures du cerveau. On réalise à l'IME, donc le laboratoire psychologie et neurosciences, travaille avec un service du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, sur les singes et les hommes, sur les mécanismes d'apprentissage avec de l'imagerie cérébrale. On ne les torture pas, ces singes, je vous rassure. Et donc, on torture les hommes. Les hommes, oui, mais les singes, non. Et donc, on évalue les notions de dominance et de soumission, aussi bien chez l'humain que chez l'animal, et on regarde ce qui se passe dans les mécanismes d'apprentissage. Quand on est dominant, on peut apprendre du succès des autres. Quand on est soumis, non. Bon, c'est quand même intéressant. On a fait un article il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Et par contre, tout le monde, même les dominants et les soumis, apprennent mieux de l'échec que du succès. C'est intéressant quand même. Pour le management et pour la pédagogie, ça change quelques représentations, notamment en France, sur l'excellence et sur
l'élitisme, entre guillemets. Donc on s'aperçoit que si quelqu'un a la malchance, et c'est quand même l'écrasante majorité des gens, qui ont plutôt une tendance soumise, en tous les cas pas dominante, donc ça veut dire que la grande majorité des gens est en difficulté pour apprendre du succès des autres, et apprend mieux des erreurs que des succès, et il faut quand même bien rajouter des erreurs des autres que des siennes. Il faut donc des volontaires pour arriver à mettre en évidence que leurs erreurs sont intéressantes. Rien de tel qu'un dominant pour pouvoir le faire, et pourtant il n'en a pas envie. Mais enfin, ça c'est un sujet managérial. Donc, je dirais, voilà un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que ça dégrade l'estime de soi dans un monde dans lequel on a fait du succès la condition sine qua non de la réussite. Alors que, si on réfléchit bien, dans notre vie, nos échecs ont au moins autant produit de richesse que les succès. Donc à partir de là, c'est un premier élément culturel, et ensuite un deuxième élément de développement de soi. On s'aperçoit que la soumission, vu ce qu'on en connaît aujourd'hui, ça ne se gère pas par la réflexion, ça se gère par l'attitude, ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Bref, quand on est comme ça, et qu'on n'ose pas regarder, et qu'on n'entend pas les fins de phrase, la réponse, c'est pas de se dire « mais qui suis-je » La réponse, c'est de se dire « je fais le contraire, je prends de la place, j'occupe du volume », et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ça a un effet même sur les pensées, comme on l'a vu. Et si on va plus loin, si on fait un exercice de haka, c'est encore mieux. Autrement dit, on antidote la soumission par la dominance, et j'en passe, ou l'inverse. Donc voilà, c'est pour dire que ce sont des mécanismes de régulation de soi, et il ne suffit pas de gérer les modes mentaux, il ne suffit pas de réfléchir, il faut aussi gérer des structures qui sont de la connaissance de soi, et on est bien obligé d'intégrer ça, qu'on soit au COMEX ou qu'on soit en bas, parce que les dominants dans l'entreprise ne sont pas toujours les chefs non plus, il faut le dire aussi dans le sens. Laurence On a Vallée. dit, à titre individuel, ce que j'aime faire, ce que je fais bien et ce qui est utile à l'organisation. Ça, c'est les 3 questions qu'il faut se poser. Voilà, à quelque niveau que ce soit. Parce que si vous faites bien ce que vous aimez faire et que ce n'est pas utile à l'organisation, ça s'appelle un hobby et ça ne se fait pas spécialement au boulot. Si vous faites bien ce que vous... Attendez, si vous faites bien ce qui est utile mais que vous n'aimez pas le faire, ça s'appelle un job alimentaire. Vous venez juste chercher votre paye à la fin du mois, et donc le niveau d'engagement n'est pas terrible. Par contre, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous aimez faire quelque chose, que c'est utile à la boîte, mais que vous ne le faites pas encore bien, demandez à vos RH d'arrêter les entretiens de développement basés sur des listes de compétences qui font référence à un dictionnaire qui est périmé le jour où il sort. Et dites-leur juste, en fait, de dire, OK, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est utile, et investissez là-dedans. C'est là qu'est mon potentiel. Et donc, il faut oser le dire. Et quand on est en manager, il y a une autre question à se poser, c'est est-ce que j'aime gérer des équipes? Est-ce que j'aime gérer des gens? Est-ce que c'est une vraie vocation? Parce que si ce n'est pas une vocation, il faut créer une autre ligne de carrière qui est celle des experts ou des gestionnaires de projets. C'est différent de gérer un projet que de gérer une équipe. Et donc, d'avoir des managers qui ont 3 rôles, ils créent la vision ou ils communiquent une vision inspirante. Ils vont suivre, c'est pas parce qu'on fait confiance qu'on laisse tous les résultats aller à veau de l'eau, donc on reste quand même dans le monitoring, dans le suivi. On va suivre le bon niveau de quantité, de qualité et d'attitude, posture, traduction au comportement des valeurs que nous partageons, quantité, qualité, attitude. Si vous avez les 3, vous êtes en succès. Si vous en manquez un, vous êtes d'office en échec. Et le job réel du manager, c'est quoi? C'est de mettre son équipe en situation de succès. C'est tout. Alors, vous dites aussi qu'il faut oser. Oui, oser, l'audace, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut pouvoir prendre des risques. Hein, c'est ce qui fait aussi se dire j'ai réussi, et donc cultiver cette notion de plaisir. Et puis plein de petits plaisirs, quelque part, ça contribue à un bonheur qui, lui, est plus ludique et donc plus long. Alors, je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que vient de dire Laurence. J'ajouterai en amont quelque chose pour ceux qui ne savent pas finalement ce qu'ils aiment et qui ils sont, et qui sont quand même aussi assez nombreux. C'est une question de connaissance de soi. Quelles sont nos passions qu'on n'a pas forcément exprimées? On est dans une société fortement méritocrate, ce qui, redit autrement, veut dire qu'on valorise ce qui ne nous plaît pas et qui coûte un effort. Ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal. Quand on est passionné, on ne parlera jamais de mérite. On va dire « je n'arrive pas à me retenir », ce qui n'est pas la même chose. C'est presque proche de l'impulsion. Donc il y a des impulsions qui sont purement, je dirais, consommatoires, immédiates, qui sont celles qui parfois vont pousser à faire des choses trop individualistes. Mais les passions, quand on va chercher des motivations profondes, on s'aperçoit que ça nous donne au contraire une énergie colossale qui ne relève pas de l'effort. Donc on a tellement été formaté par la méritocratie et l'effort que souvent, quand on est sur ce qui nous plaît, on se dit « mais je ne peux quand même pas faire un métier sur ce qui me plaît, ça s'appelle un hobby ».
pour reprendre la chose dans l'autre sens. Donc savoir miser soi-même, être son propre DRH, savoir miser soi-même sur ses passions n'est pas une option, c'est une raison, c'est essentiel. Si on ne mise pas soi-même sur ses passions, on n'en a plus assez à vendre, si je peux dire. Et c'est quand même à travers elles qu'on peut être à la fois engagé et épanoui et savoir faire le filtre entre la vie privée et la vie perso et la vie professionnelle, parce que, lapsus, parce qu'il n'y a plus de frontières et qu'on n'est pas forcément débordé puisque ça se fait naturellement. Et deuxièmement, on est tellement efficace quand on est passionné qu'on n'a même plus besoin de se défoncer souvent. Il faut délimiter les frontières. Il nous reste seulement 2 petites minutes et on ne va pas mettre le programme en retard, mais c'est vrai que c'est des échanges hyper passionnants. Allez, une question philo. Peut-on être heureux en restant authentique au travail, même si on a un petit peu mauvais caractère ? Pour moi, je dirais que c'est la première condition, parce que, évidemment, que si on est en colère, on a un problème. Ça, c'est clair qu'il faut quand même aller le chercher. Et la première raison, c'est qu'on n'est pas cohérent quelque part. C'est toutes les thérapies cognitives de deuxième vague, notamment, qui montrent que c'est l'incohérence qui génère d'abord du stress. Mais si on rajoute une couche dessus, ça s'appelle enfermer la pression, ça devient une cocotte minute, c'est encore pire. Donc, rajouter un problème au problème, cacher un problème, c'est en créer un deuxième. Donc oui, évidemment, il vaut mieux être authentique, même si ça dérange. Ça dérange moins que si c'est caché, parce que ça reste. C'est pas parce qu'on cache que ça n'existe plus. Laurence ? C'est essentiel pour moi, parce qu'à partir du moment où... et tout le monde n'est pas de mauvaise humeur en permanence ou de mauvais caractère. Et puis c'est quoi être de mauvais caractère ? Même les personnes de mauvais caractère sont aimées par d'autres personnes. Donc, mais justement, n'être qu'un et pouvoir être cette même personne dans la vie privée et dans la vie professionnelle, c'est essentiel. Avoir l'impression de mettre un costume. Voilà, c'est de l'énergie. Quand on s'oblige à être quelqu'un d'autre, vous êtes d'office, et je ne suis pas psy et je ne suis pas docteur, mais c'est ce que je ressens. Finalement, vous consacrez une partie de votre énergie à faire toujours attention. Ouais. Et c'est de l'énergie qu'on ne va plus consacrer, soit à son boulot, soit dans la relation avec les gens qui nous entourent, etc. Donc autant être soi-même, ça fait des vacances à tout le monde. J'ajouterais juste une chose. Si vous êtes face à quelqu'un, que ce soit votre hiérarchique, votre collègue, un client, peu importe, vous êtes face à quelqu'un qui, à certains moments, vous déverse, si je peux dire, j'emploierai pas d'autres termes, son malaise, son anxiété, sa colère ou n'importe quoi sur vous, évidemment que vous pouvez vous dire, mais bon, j'ai autre chose à faire que de subir ça. En même temps, si cette personne, à d'autres moments, vous déverse toujours de façon aussi authentique ses excuses. Excuse-moi, l'autre jour je me suis emporté parce qu'il s'est passé telle et telle chose. Autrement dit, elle est sincère dans tous les sens du terme. Comment la vivez-vous ? Au fond, est-ce qu'elle vous pose tant un problème que ça ? Puisque du moment où elle est authentique, réellement, c'est-à-dire où elle s'est fluctuée comme la bourse, à ce moment-là, il y a les moments de contact et les moments de rupture de contact. Au fond, vous laissez passer la vague et elle sera la première même à vous dire « Attends, excuse-moi, si tu fais ça, je vais encore... » exploser, donc elle vous prévient, a posteriori elle fait le service après-vente, et finalement elle laisse courir. Ce qui nous pose problème, ce sont des gens qui ne déversent toujours que la même chose, l'agressivité, et pas le reste. Quand ils sont contents, ils ne le disent pas, quand ils devraient s'excuser, ils ne le font pas, c'est plus embêtant. Donc l'authenticité n'est pas tant un problème que l'inauthenticité. Et en 10 secondes chacun, qu'est-ce qui est nuisible au bonheur de l'entreprise ? C'est dur ça. En 10 secondes. L'ancrage des certitudes, on a toujours fait comme ça, pourquoi on devrait faire autrement. Les peurs dont Arnaud a parlé, la limite du raisonnement. Oui, ok, ça marche dans la sidérurgie, ça marche chez les fonctionnaires en Belgique, mais nous, on n'est pas tout ça. On a la pression sociale, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais ça ? T'as plus besoin de ton bureau, etc. Et le dernier, pour moi, c'est l'ego. Voilà. Jacques ? Je dirais la peur en numéro 1. Si on remonte bien en amont, au fond, c'est la peur qui est en amont. Dans la plupart des cas. Dans l'autre cas, effectivement, ça peut être la dominance à laquelle j'ai fait allusion, parce que ça aussi, c'est impulsif, on n'y peut pas grand-chose. C'est Marx qui disait « les dominants sont dominés par leur dominance ». Bon, je trouve que ça résume bien. Donc, la connaissance de soi, c'est la deuxième chose. La troisième, après, c'est le culot, effectivement, enfin, qui est la première condition du bonheur, c'est d'avoir du culot, c'est-à-dire de ne plus avoir peur de ce qui fait peur. N'ayez pas peur, soyez vous-même et osez. Merci, vous pouvez les applaudir. Laurence Vallée et Jacques Fradin.